Alors ce soir, j'aimerais un peu parler de l'Afrique, de la situation de notre continent et de ce que nous sommes en train de faire pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Bon, aujourd'hui, disons que on n'a pas besoin de faire du dessin pour qui que ce soit, tout le monde connaît un peu la situation. Tout le monde, même si un certain nombre d'éléments d'analyse échappent à pas mal de personnes, le fait est que tout le monde réalise ce qui se passe en Afrique, tout le monde voit la situation sur le continent, toutes les difficultés que nous avons passé du temps à expliquer tout ça à plusieurs reprises, nous avons fait des conférences, nous avons écrit des articles, des textes, des réflexions que nous avons partagées un peu partout et nous essayons de pousser les compatriotes africains à l'action parce que en définitive ce qu'il faut voir c'est que seule l'action humaine est décisive et c'est ce qui fait avancer l'histoire. Le problème, c'est que si les Africains, constatant la situation qui est la leur, ne prennent pas leurs responsabilités, n'assument pas leurs responsabilités et décident plutôt de laisser aller, de pleurer, de pleurnicher, de se plaindre, de constater les dégâts de la situation en Afrique, et de constater simplement la méchanceté d'un certain nombre de nos frères africains, notamment les soi-disant chefs d'État africains, sans agir véritablement, sans prendre leurs responsabilités en termes d'organisation, en termes de prise de risques, en termes de décision pour agir concrètement, eh bien, il n'y aura absolument rien qui va évoluer. Et les années à venir seront encore plus difficiles pour nous. Et les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain, tout simplement. Donc, à un moment donné, il va falloir que les Africains décident véritablement de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de décrire les problèmes, tout le monde les connaît. Nous avons tous les problèmes de ce monde. Nous avons toutes les difficultés de ce monde. Nous avons l'État africain, nous avons décrit ça à plusieurs reprises. Il y a des vidéos dans lesquelles nous avons parlé de la naissance de l'État africain, ce que c'est que l'État africain, son acte de naissance, son fonctionnement, les structures qui animent cet État africain, son origine. Nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Facebook et ailleurs, où nous avons décrit l'État colonial africain avec ses caractéristiques bien précises, ses attributs et comment cet État-là opère contre l'Afrique et les Africains. Donc ça, c'est des vidéos qui existent. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez notre nom et vous cherchez l'État africain. Nous avons expliqué plusieurs fois la question du franc CFA. Nous avons fait des conférences depuis 2009, 2010, 2011 où nous avons parlé du franc CFA en l'expliquant à nos compatriotes africains. Et finalement, nous avons abandonné le sujet du franc CFA parce que nous avons compris que ce n'est pas le sujet majeur. Et bon, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui découvrent le franc CFA et puis qui en parlent, c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas le problème le plus important de l'Afrique aujourd'hui et demain. Il y a bien d'autres aspects du problème africain que nous devons essayer de résoudre avant d'aborder la question du franc CFA. Parce que quand vous avez un cadre colonial, ce n'est pas parce que vous aurez une monnaie, soi-disant souveraine, battue dans le pays colonisé, garantie par les institutions locales, qui va sortir ce pays de sa situation de difficulté, mais c'est la reconstruction de l'économie d'abord, parce que l'économie précède la monnaie. L'économie précède la monnaie, et c'est une monnaie ne vient qu'appuyer une économie. Donc si l'économie a toutes les caractéristiques ou rassemble les attributs d'une économie coloniale, eh bien, peu importe la monnaie qui la soutient, cette économie-là ne travaille pas dans l'intérêt bien compris des populations. Donc la question qui se pose aux Africains aujourd'hui, ce n'est pas la destruction du franc CFA pour faire battre cette monnaie en Afrique, ce n'est pas la localisation de la fabrication de cette monnaie franc CFA ou le changement de son nom ou bien la sortie des Français des instances de décision qui ferait que l'Afrique demain
va s'en sortir ou bien les pays africains vont résoudre leurs problèmes. Oui, le franc CFA est un problème, mais nous disons, ayant étudié ce sujet depuis 2008, 2009, 2011, nous avons considéré que le problème principal qui se pose à l'Afrique, ce n'est pas le franc CFA. Voilà. Donc, l'émission de cette monnaie peut être ramenée dans un pays africain. Le nom de cette monnaie peut changer. On peut lui donner un nom africain. On peut faire garantir cette monnaie par les institutions financières et bancaires africaines. On peut faire en sorte que cette monnaie soit fluctuante. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. Parce que la vraie question, elle est d'abord l'économie africaine. Donc si l'économie africaine conserve ses attributs d'une économie coloniale, eh bien on a beau avoir une monnaie indépendante locale, ça ne changerait absolument rien. Donc ça ne sert à rien de se chamailler, de se battre corps et âme sur la question monétaire sans avoir résolu la question d'abord de l'économie africaine. Et poser la question de l'économie africaine, c'est poser la question de l'État africain lui-même. Et donc, à partir du moment où l'État africain fonctionne comme l'incarnation du visage d'autrui, comme la manifestation des intentions et des intérêts de l'étranger, eh bien, nous pouvons avoir une monnaie battue en Afrique, garantie par les institutions africaines, portant un nom africain, une monnaie dont la direction ne contient pas ni des Français, ni des Américains, ni des Russes, ni des Chinois, en disant que, bon, voilà, on met que des Africains dans les instances dirigeantes de cette institution monétaire, eh bien, ça ne va pas résoudre nos problèmes. Il faut remonter, remonter à la source du problème pour découvrir ce qui fait véritablement problème en Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est clair que notre situation est une situation de colonisation. Et Dieu merci, beaucoup de gens commencent par découvrir ça. Nous avions tenu ce discours il y a bien longtemps. Nous étions bien seuls. Beaucoup de gens nous rigolaient au nez, nous riaient au nez. Des gens nous traitaient, ceux qui ne pouvaient pas supporter notre discours, nous traitaient de violents, d'arriérés, de gens qui ne voyaient pas tous les progrès que l'Afrique avait fait. Et des gens qui étaient aigris. Et puis que des gens qui étaient dans une démarche passéiste et qui voulaient du sang, que le sang coule et tout ça. Bah, aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de gens commencent à réaliser que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Et donc c'est là que se trouve le cœur du problème africain. Le cœur du problème africain, c'est d'abord dans la naissance de l'État africain lui-même. L'État africain est un cancer, est une anomalie. C'est une anomalie, va continuer à détruire les Africains tant que les Africains ne vont pas s'élever contre l'État africain lui-même. Tous les problèmes africains ont pour origine l'État africain lui-même. Et donc si demain les Africains veulent résoudre à la fois les problèmes monétaires, problèmes économiques, problèmes religieux, problèmes de l'éducation, problèmes de l'habitat, problèmes de la culture, problème de la religion, problème de l'identité africaine, problème des institutions étatiques au niveau local, problème de l'État fédéral africain, il va falloir une remise en cause complète de l'État colonial africain qui est une anomalie juridico-politique et territoriale conçue à partir de la conférence de Berlin et ensuite matérialisée sur le terrain par des accords entre les pays colonisateurs. Et donc, à partir du moment où ces anomalies juridico-politiques et géographiques, c'est-à-dire territoriales, ont vitrifié l'Afrique et ont inscrit l'Afrique dans le giron de l'économie mondiale, dans la conception de l'État occidental frelaté, d'un État assassin, de l'État corrompu, corrupteur, l'État destructeur, eh bien les Africains sont vitrifiés et donc cette situation de blocage du continent africain va continuer. Donc, tant que les Africains ne vont pas accepter, prendre leurs responsabilités, tant que les Africains ne vont pas assumer leurs responsabilités de manière organisée, de manière disciplinée, de manière structurée, eh bien il n'y aura absolument rien
qui va se passer sur ce continent africain. Nous allons continuer à pleurer, nous allons continuer à pleurnicher, nous allons continuer à souffrir. Toutes les richesses africaines vont servir et nourrir d'autres populations, d'autres peuples. Et ces peuples-là, se moquant de nous, vont prétendre envoyer de l'aide humanitaire en Afrique, alors que l'Afrique est le continent qui nourrit le monde depuis des millénaires maintenant. Si les Africains ne comprennent pas ça, eh bien nous allons continuer à inverser les bornes de l'histoire en prenant nos ennemis les plus cruels pour nos plus fidèles amis, et nos plus fidèles amis seront considérés comme nos ennemis les plus mortels. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on retourne aux fondamentaux, qu'on cesse toute discussion pour la discussion. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a les réseaux sociaux, donc Facebook, WhatsApp et tout ça, à notre disposition. Et ce qui se passe, c'est que nous utilisons mal ces outils. Nous utilisons mal ces outils. Il y a plein de conneries qui circulent sur ces réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui n'éduquent pas notre jeunesse, qui ne forment pas notre jeunesse. Et donc, chacun peut allumer sa caméra, hop, et il fait une vidéo. Ces vidéos ne nous donnent aucune information, ne nous donnent aucune orientation. C'est des cris pour des cris. C'est la démolition, c'est l'amusement, c'est la digression, c'est des combats interpersonnels de bas étage. Et puis bon, ça tue tout ce côté, disons, pédagogique que peut nous donner cet outil qui est Internet. Et donc, on n'arrive pas à édifier notre jeunesse et on n'arrive pas à informer les Africains de manière efficace et surtout à leur indiquer un chemin qui les pousse vers la prise en main de leur destin, à savoir s'organiser véritablement pour agir et engager le combat de libération de notre continent. Même si ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais je dis que majoritairement, ce qui se passe, c'est quand même qu'on utilise très mal l'outil qu'est Internet pour pouvoir aller vers la conscientisation accélérée des Africains, ce qui nous ferait faire des bons dans le sens de l'explication de la situation africaine au nôtre, et ensuite de leur organisation, de leur structuration, de sorte que les actions puissent être entamées très rapidement pour aller vers la libération du continent et sa reconstruction véritable. Donc voilà un peu la situation. Je pense que je fais partie de ceux qui ont expliqué la situation assez tôt. On a vu venir un certain nombre de choses qu'on a expliquées. On était très bien seuls à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent. Bon, pas mal de gens qui parlent, ce qui est bien. Maintenant, encore faut-il cibler le cœur du problème africain et prescrire les solutions qu'il faut, les solutions les plus adaptées. Donc, encore une fois, il faut qu'on essaye d'avancer, mais en touchant du doigt le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est l'État africain lui-même. Nous, au Moltra, notre ambition, c'est de libérer notre continent en faisant un diagnostic clair qui nous rougit les yeux, qui nous fait mal, un diagnostic sans fioriture, sans édulcorant, sans additifs. Nous ne visons pas à caresser les Africains dans le sens du poil. Ce que nous essayons de faire, c'est d'être le plus honnête possible, le plus droit possible, en essayant d'être au plus près du problème, en le ciblant au plus près et prescrire les solutions qu'il faut, de sorte que les Africains puissent être sur la bonne voie pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Alors je vois, il y a quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Guy Boaka qui me pose une question. Je vais la lire. La question c'est: que penses-tu du projet du docteur Arikana? Le frère Guy Boaka, merci beaucoup. Je suis navré de répondre que je ne connais pas ce projet. Je ne sais pas qui est le docteur Arikana. Si vous pouvez juste m'expliquer un tout petit peu, peut-être que ça me donnera quelques éléments pour pouvoir vous répondre. Donc, désolé pour mon ignorance. Désolé de n'avoir pas connaissance de ce docteur Arikana et de son projet. Voilà. Merci de m'éclairer un tout petit peu pour que je puisse
vous répondre. Alors, je vais retourner sur YouTube. Je vais voir s'il y a une question. Bon, pour le moment, YouTube, il n'y a pas de question. Je n'ai pas envie, disons, de revenir sur tout ce que nous avions dit depuis plusieurs années. Je pense que nos problèmes sont connus de tout le monde. Mais maintenant, la grande question, c'est comment on fait pour les résoudre. C'est ça la grande question. Et nous, dans nos recherches, le Moltrer est parvenu à la conclusion selon laquelle, quand un peuple est confronté à la situation que connaît l'Afrique, à savoir une situation de colonisation qui n'en finit pas, une situation de domination de l'étranger via quelques petits Africains placés au pouvoir qui sont abusivement appelés les leaders ou les dirigeants africains, eh bien, ces peuples-là agissent, en tout cas décident d'examiner le problème de manière très claire, sans tabou. Ils décrivent le problème, ils prennent conscience de la gravité de la situation et ces gens décident ensuite de créer des structures, c'est-à-dire de s'organiser pour entamer les actions les plus adaptées aux problèmes qu'ils ont. Et donc, si les Africains pensent que nous allons continuer à faire ce que nous sommes en train de faire depuis 50 ans, depuis 100 ans, depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans en Afrique, c'est-à-dire les élections, les manifestations pour des manifestations de rue, l'appel aux réformes. Donc on va demander aux dictateurs africains de réformer la situation et de réformer le cadre colonial pour nous. On va demander à la France de prendre ses responsabilités et de quitter l'Afrique, comme si un colonisateur peut quitter tout simplement parce qu'on le lui demande. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le système colonial et son fonctionnement si nous raisonnons comme ça. Ou bien continuer à penser que, eh bien, on va faire former quelques Africains dans des universités occidentales ou chinoises maintenant, ou turques, etc., pour que ces gens-là viennent faire des réformes en Afrique. Eh bien, on se trompe lourdement. Toutes ces solutions ne résoudront jamais le problème colonial que l'Afrique a. Parce que ce problème, il est d'abord colonial. Toutes les structures africaines fonctionnent dans une logique de colonisation. C'est-à-dire que les structures africaines fonctionnent dans l'intérêt bien compris de l'étranger, notamment de ceux de ces pays-là, qui ont décidé de créer les pays africains. Ouais. Donc, c'est là que se trouve le véritable défi. Donc, ce n'est pas par les élections, ce n'est pas par des appels aux réformes, ce n'est pas en quittant un pays colonisateur pour aller embrasser un autre que nous allons nous débarrasser de nos souffrances, des corsets que l'Afrique traîne depuis des millénaires. Ce n'est pas en quittant les bras de la France pour aller embrasser Poutine, aller embrasser la Chine, que nous allons sortir de nos souffrances, parce qu'on voit aujourd'hui quelques Africains qui jouent à ça, qui prétendent être des stratèges, qui disent oui, bon voilà, on va faire des jeux d'alliance, on va aller embrasser la Russie et la Chine au détriment de la France et de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Comme ça, on va sortir des griffes des Occidentaux pour aller embrasser des pays qui seraient moins colonisateurs que la France, en tout cas les Européens, les Occidentaux d'une manière générale. Eh bien, nous nous trompons parce que chaque pays a un agenda et aucun pays n'a vocation à aller libérer un autre. S'il y avait des pays dans l'histoire qui libéraient les autres, ou bien d'autres pays qui seraient en situation de souffrance, ça se saurait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait une situation de paix universelle et de concorde universelle menant tous les peuples à une solution mondiale aux différentes difficultés qui se posent à l'humanité. Ce n'est pas ça. Le monde fonctionne selon une logique bien précise, à savoir que chaque peuple défend ses intérêts d'abord. Et donc, s'il y a sur cette terre des populations qui sont faibles et qui ne veulent pas assumer les responsabilités, qui espèrent qu'ils auront le salut en quittant la domination d'un autre pour atterrir sous la jupe ou sous la soutane d'un autre pays, pensant ainsi gagner la paix et la libération, eh bien c'est que ces gens-là, ces pays-là ou ces peuples-là méconnaissent gravement les règles de l'histoire. Parce que lorsqu'un peuple retrouve un autre peuple dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'un pays fort
retrouve un pays faible, sa vocation n'est pas de relever le pays faible. Les pays forts n'ont pas pour vocation de relever les pays faibles pour en faire des concurrents. Non, leur vocation, c'est de les écraser davantage, c'est de les dominer. Donc quand la Chine, la Russie, le Japon, la Turquie, le Brésil, les pays arabes et tout ça rencontrent l'Afrique dans cette situation de faiblesse, dans laquelle elle se trouve depuis des millénaires et des millénaires, ces pays-là n'ont pas du tout vocation à aller relever l'Afrique pour la sortie de sa situation de domination, pour en faire des concurrents. Pas du tout. Donc ces nouveaux pays émergents, qui sont de nouvelles puissances, qui sont en train de se confirmer sur la scène internationale pour renforcer leur position dans l'histoire, vont plutôt vassaliser davantage l'Afrique, de sorte que l'Afrique va être soumise à... Et de sorte que l'Afrique est soumise à plusieurs couches de colonisation. Donc, on va assister à une sorte de sédimentation coloniale, de couches supplémentaires de colonisation qui vont se mettre sur les anciennes colonisations que nous avons. Donc, les anciens systèmes coloniaux vont être renforcés par les nouveaux pays qui arrivent. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la fois sous la domination de la Chine, de la Turquie, des pays arabes, de la Russie et de tout ce que vous voulez. En plus de ça, nous subissons l'ancienne colonisation qui continue, à savoir la colonisation des Européens, des Euro-Américains. Donc, des Européens, d'une manière générale. Oui, donc des Occidentaux. Donc, on subit toutes ces colonisations. Donc, si les Africains continuent de réfléchir au travers de l'émergence, ça veut dire même que finalement, les Africains en sont arrivés à une situation où ils attendent que d'autres pays émergent, d'autres pays deviennent des concurrents de l'Occident, de l'Europe, pour venir les sortir de leur misère, de leur situation. Ce qui est une réflexion totalement à côté de la plaque. C'est une réflexion totalement à côté de la plaque. C'est une réflexion d'enfants. C'est une réflexion de peuple enfant qui refuse de passer à l'âge adulte de sorte à assumer ses propres responsabilités. Ça veut dire que nous on attend, l'Afrique attend que d'autres pays deviennent adultes pour lui tendre la main au lieu que les Africains eux-mêmes prennent leurs responsabilités et assument leurs responsabilités. Voyez, du coup, aujourd'hui, en attendant l'émergence d'autres pays, en attendant le salut par l'intermédiaire de nouveaux pays qui concurrencent l'Occident, eh bien, nous mettons dans une situation de double colonisé, à savoir décoloniser des Occidentaux et décoloniser de nouveaux pays émergents, tout simplement. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Donc la Chine et les nouveaux pays sont en train de renforcer leur présence en Afrique. En plus de ça, eh bien, les Africains subissent la loi continuent de subir la loi des anciens pays colonisateurs. C'est tout simple, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir sortir de ce type de réflexion pour assumer nos responsabilités et aller de l'avant. Alors, je retourne sur YouTube pour lire le frère Guy Bouaka qui dit, voilà, c'est une femme médecin de formation. Je vais poster une de ses vidéos. Elle a demandé que l'Afrique le libère du colonialisme et elle a bien donné les voies à suivre. Eh ben, bon, j'attends de voir, je ne sais pas quelles sont les voies que cette dame Arikana propose, mais j'essaye en tout cas de rester sur les voies que le Moltra a indiquées depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 20 ans que nous indiquons la voie, et pour nous, la voie du salut de l'Afrique, c'est la voie d'un soulèvement populaire organisé dans tous les enclos coloniaux abusivement appelés États africains. Et d'ailleurs, c'est dans cette logique-là que le Moltra a inventé le terme enclos coloniaux pour bien signifier que nous n'avons pas d'État en Afrique et que ce que nous avons comme État en Afrique, c'est juste des enclos coloniaux qui sont fabriqués depuis la conférence de Berlin où les Africains sont cloisonnés, sont mis en attendant d'être tout simplement assassinés et tués, quoi. Et ça se passe devant nous, tout le monde le voit tous les jours, mais je pense que ce qui nous manque véritablement, c'est la capacité d'action, la capacité d'organisation pour agir. Et tous les pays
les nouveaux pays émergents, soi-disant, qui sont en réalité de nouvelles puissances sur la scène internationale, dont nous attendons notre libération, sont passés, en gros, par la situation que l'Afrique connaît aujourd'hui. Pas dans les mêmes dimensions, certainement, mais ces pays-là ont connu également la domination de l'Occident. L'exemple le plus palpable, c'est l'exemple chinois. Et quand les Africains vantent la Chine, vantent la puissance de la Chine aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est que la Chine vient de quelque part. Les Chinois étaient placés dans la situation que eux-mêmes ils qualifiaient d'une situation de semi-colonisation, avec des seigneurs de guerre placés un peu partout, le territoire chinois morcelé, comme l'Afrique aujourd'hui, avec des frontières installées partout. Chaque enclos colonial chinois, à l'époque, était maîtrisé par un chef de guerre. À un moment donné, les Chinois ont pris leurs responsabilités. La jeunesse chinoise s'était réunie autour de Mao Tse-tung et de ses camarades, et ces gens ont procédé à la libération de leur pays, de sorte qu'aujourd'hui, la Chine se positionne sur la scène internationale comme la première puissance, tout simplement économique, et demain la première puissance globale, c'est-à-dire à la fois une puissance économique, une puissance financière, ce qu'elle est déjà, et une puissance militaire. Aujourd'hui, la Chine est partout, une puissance médiatique, donc la Chine se continue, son développement et son renforcement. Donc si les Africains attendent que les Chinois arrivent à un niveau de puissance inégalé pour pouvoir venir les sortir des bras des Occidentaux, c'est que les Africains n'ont rien compris au fonctionnement du monde et les lois de l'histoire, tout simplement. Donc j'attends que vous me donniez les éléments de cette dame-là pour que je puisse me prononcer valablement. Mais en définitive, je veux saluer cette dame-là. Si Madame Arikana a tracé les voies d'une libération, de sorte que ses idées rejoignent nos idées, eh bien, nous ne pouvons que nous en satisfaire et nous en glorifier. C'est très bien. Voilà. Toujours sur YouTube, le frère Monsieur Mouhani, qui dit comment faire en sorte d'éviter que les révolutions populaires en Afrique soient récupérées par les dirigeants ou leaders de façade, cas du Burkina Faso. Tout à fait. Merci pour votre question. Comment faire pour éviter que les révolutions ou les soulèvements populaires qui arrivent en Afrique soient récupérés par des dirigeants de façade et par des opportunistes? Eh bien, cette question mérite d'être étudiée de manière très approfondie. Nous avons abordé cette question quand les compatriotes du Burkina Faso s'étaient soulevés contre Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours coller au nom Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Eh bien, nous avons essayé de soutenir nos compatriotes du Burkina Faso. Et à l'époque, nous avions écrit un texte en disant que le Burkina Faso ne va nulle part. Hein. Le Burkina Faso actuel ne va nulle part. Et ce texte indiquait clairement ce que le MOLTRA préconise pour éviter que des opportunistes, des politiciens véreux, des politiciens corrompus, des opportunistes, en gros des renards, ne s'accaparent de ce que les populations sont en train de faire. Première des choses, c'est de lire la situation de l'Afrique comme une situation coloniale. C'est-à-dire que quand les révolutions démarrent, ou avant même le démarrage des révolutions, il faut impérativement que ceux qui animent, ceux qui conduisent ces soulèvements populaires doivent avoir une lecture claire de ce qu'ils entendent faire, de quels problèmes ils veulent résoudre. Donc ça, c'est le premier élément. Premier élément, c'est la connaissance très approfondie de la situation de l'Afrique et les problèmes qu'on veut résoudre au travers du soulèvement populaire qui arrive. Si le but du soulèvement consiste tout simplement à changer celui qui est au pouvoir et le remplacer par un autre, dans le sens de réformer le système colonial, et c'est mon propos introductif, quand j'ai commencé ce direct, j'ai dit ça, j'ai dit que le problème que nous avons, c'est le problème du cadre étatique africain, qui est un vrai problème pour nous, le vrai problème, il est là. Et donc, on ne peut pas vouloir renverser tout simplement un dirigeant pour le remplacer par un autre, en pensant que par ce mécanisme-là, on va résoudre les problèmes de l'Afrique. Donc, ceux qui pilotent la révolution doivent garder à l'esprit que l'aboutissement du soulèvement populaire, ce n'est pas le départ du dictateur actuel.
et son remplacement par un autre individu qui est issu de la classe politique, de ce qu'on appelle abusivement la classe politique ou bien la classe associative, ou etc. Mais c'est le but final de ce que nous sommes en train de faire, c'est la renaissance de notre peuple par l'intermédiaire de la destruction du cadre colonial. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Le deuxième élément, c'est que quand on veut déclencher ce type d'action populaire, il faut nécessairement qu'il y ait un plan d'action global. Donc ce qu'on appelle la stratégie. Donc une planification qu'on respecte, qu'on fait respecter au peuple. De sorte à ce qu'on ne puisse pas dévier de la ligne qui est tracée au préalable. Ça, c'est hyper important. Donc on doit avoir un cap, un horizon qui est fixé. Et cet horizon-là, ce cap-là ne peut pas être le remplacement du tyran actuel par un autre arriviste qui va nous vendre du rêve, qui soit de la classe politique, avec tout ce que cela comporte comme illusion, comme mensonge, comme propagande et comme positionnement en vue de capter le pouvoir à la chute du dictateur. Ensuite, il faut nécessairement que le mouvement soit détaché à la fois de l'influence idéologique, intellectuelle, analytique de ces véreux politiciens qui sont aux aguets pour capter le pouvoir qui, selon eux, est dans la rue et qui est en train de traîner. Ça veut dire que nous aurons préparé aussi des gens parmi nous pour pouvoir assumer les responsabilités. Donc, il ne s'agit pas simplement de lancer un mouvement pour le lancer. Nous devons maîtriser de bout en bout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire former déjà des gens qui seraient en mesure de monter au pouvoir et de l'assumer, de sorte à réorienter l'ensemble de la machine coloniale vers la satisfaction des besoins et des difficultés endogènes. Ça veut dire que nous aurons préalablement réfléchi sur ce que nous aurons à mettre en place après la chute du régime ou des dictateurs actuels. Voilà, ça c'est un élément central. C'est parce que souvent, les révolutions africaines ou les soulèvements africains ne sont pas théorisés, ne sont pas maîtrisés par leurs meneurs, que lorsque le dictateur tombe, qu'est-ce qui se passe? Le système étant puissant, ayant préparé des gens un peu partout qui sont à la fois dans les starting blocks de l'opposition et dans le système et qui se prétendent être des réformateurs empêchés en gros par le dictateur en place, mais que ces gens-là étaient des réformateurs en attente d'un soulèvement populaire pour passer à l'action. Eh bien, si nous ne mettons pas en place, c'est-à-dire que nous ne nous projetons pas pour prendre le pouvoir et l'exercer, ce qui arrive, c'est que lorsque le dictateur y tombe, le système va continuer et ceux qui se sont préparés depuis des années en attente de ce soulèvement populaire ou d'un changement quelconque pour prendre le pouvoir, eh bien, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir. Ça veut dire que nous n'avons pas préparé suffisamment ce que nous voulons faire et quelle est notre responsabilité en termes des lendemains de la chute du régime en place que nous sommes en train de combattre. Donc ça, c'est quelque chose de hyper important sur lequel nous devons travailler nécessairement. C'est pour ça que le MOLTRA met en évidence la nécessité de planifier les soulèvements, de planifier et de les organiser de sorte à les maîtriser de bout en bout pour éviter que nous ne travaillions pour des gens, des malins, des rusés, des renards qui sont aux aguets pour nous voler la proie qui serait chassée par le peuple qui aurait travaillé inutilement parce que le système va continuer avec des gens qui vont capter le pouvoir et qui vont continuer dans le même sens. Et puis, ne pas faire dépendre les soulèvements populaires africains des sources de financement extérieures. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a aujourd'hui en Afrique un certain nombre de fondations, notamment la fondation George Soros, quelques riches financiers occidentaux qui financent ce qu'on appelle abusivement les associations de la société civile. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de révolutions qui se sont passées en Afrique, qui ne sont pas des révolutions, mais en réalité des mouvements populaires suscités de l'extérieur pour pouvoir mieux orienter le pays. Et donc, il y a, vous le savez très bien, il y a un certain nombre d'associations
de la société civile africaine émergeant dans des pays, donc les citoyens, Yanama, quelques autres là qui sont financés par des Soros, des Américains, le NDI, le NED, les Allemands, la fondation Konrad Adenauer ou Friedrich Ebert, la fondation Friedrich Ebert. Il y a aussi des fondations dans un certain nombre de pays du Nord, notamment la fondation Olof Palme, qui est une fondation suédoise et tout ça, qui finance des associations en Afrique dans le but de faire changer les régimes pour mieux ancrer les lois du marché, ce qu'on appelle le capitalisme, pour que la situation soit beaucoup plus fluide, de sorte que les règles de l'économie capitaliste puissent s'installer de manière beaucoup plus approfondie. Donc on va rationaliser davantage l'exploitation et puis on va donner une fausse liberté aux populations avec privation de l'ensemble des droits socio-économiques. Les libertés syndicales et tout ça vont être réprimées. Par contre, on va donner la liberté aux Africains de consommer. Voyez? Donc, ça, c'est des fondations qui financent des sociétés civiles africaines. Et comme les Africains ne savent pas lire le monde, et puis qu'il y a beaucoup de difficultés aussi, il faut le dire, parce que le monde associatif africain est devenu une sorte de secteur d'activité où des emplois se créent parce que le chômage et tout ça, donc les gens créent des associations pour pouvoir aussi se créer de l'emploi ainsi parce que l'État n'existe pas, donc démissionnant, les gouvernements ont démissionné. Et donc, les gens créent ainsi des emplois pour capter des sources de financement à l'extérieur. Donc ça, il faut absolument que, en tout cas, les révolutionnaires authentiques africains doivent tout faire pour se démarquer, pour ne pas être sous l'influence de ces puissances d'argent de l'étranger qui font en sorte que la société africaine puisse être réorientée ou puisse être orientée véritablement vers les règles d'un capitalisme sauvage encore plus poussé vers son extrême à travers le changement qui va survenir dans le pays. Ensuite, nécessairement, il faut, pour éviter que les révolutions ne tombent ou bien les soulèvements populaires ne donnent le pouvoir à des faux révolutionnaires, des faux patriotes, il est clair qu'il va falloir nécessairement travailler de sorte à mettre en place une équipe, projeter une équipe qui soit capable de prendre les choses en main et éviter de tomber sous le coup de la pression venant de l'étranger. Si nous prenons ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est que les compatriotes du Burkina Faso ayant fait tomber Blaise Compaoré, qu'est-ce qui s'est passé? On les a inscrits tout simplement dans une logique électoraliste en leur disant la transition c'est trop long, donc vous allez faire des élections ici et maintenant. Et ça veut dire que les Africains ne sont pas préparés à la mentalité de la révolution. Parce que quand vous abattez un régime comme celui de Blaise Compaoré, et comme tous les régimes qu'on a en Afrique, il va falloir accepter passer par une période de souffrance, d'apprentissage, de douleur, parce que l'étranger va vous mettre la pression, on va vous pousser à aller aux élections, on va vous pousser à écouter la transition, on va vous empêcher de réécrire la constitution, une nouvelle constitution, et d'aller vers la mise en place des structures qui vont, de nouvelles structures qui au-delà ou en déphasage complet avec l'ancien système, mettant en pièces l'ancien système, on va vous mettre la pression, on va éviter parce que le système il est puissant, on va vous mettre la pression médiatiquement, on va vous mettre sous le coup des sanctions financières, économiques et tout ça, et on va vous étrangler, on va vous pousser vers la démission de sorte que vous puissiez remettre tout de suite le pouvoir à des gens que le système a positionnés dans nos pays en attente de ce type de mouvement populaire. Et donc, ça, les Africains doivent tout simplement préparer leur mentalité à aller jusqu'au bout. C'est parce que nous n'allons pas jusqu'au bout de nos propres réflexions que nous sommes toujours soumis à l'influence et que nous sommes sensibles aux pressions venant de l'extérieur. Et je pense que ça, si les Africains ne travaillent pas sur cet aspect psychologique, en se disant, voilà, si on fait la révolution, il y a un moment de douleur à traverser, et puis qu'on doit aller, non pas tout de suite vers des élections pour continuer le système qu'on est en train de combattre, mais de réécrire une constitution
qui va prendre en compte notre parcours historique, nos valeurs, ainsi de suite, notre façon de voir le monde, etc., notre histoire. Et que cette période-là va être une période difficile où nous devons compter que sur nous-mêmes, parce que l'étranger ne va pas nous laisser faire, parce que l'Afrique appartient à l'étranger et que l'étranger qui est propriétaire du continent africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le biais des États africains enclos-coloniaux, eh bien, ces gens ne vont pas nous laisser facilement la main sur notre continent. Donc, on doit préparer ça. C'est une période de douleur, de souffrance, mais au bout de ça, ben, il y a la liberté et il y a le progrès, il y a la libération de l'Afrique et puis il y a la renaissance de l'Afrique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler de manière continue, de sorte à ce que nous puissions même gagner le soutien des populations, parce que les populations, une fois qu'elles font tomber ces régimes-là, elles vont être dans une sorte de précipitation pour que les choses s'arrangent tout de suite, oubliant qu'il va y avoir une phase transitoire où nous allons passer un sale moment, donc des moments très difficiles. Nous allons mettre à plat toutes les institutions de sorte à pouvoir les reconstruire. Donc ça, c'est quelques pistes sur lesquelles nous devons travailler pour éviter que nous ne travaillions pour des gens rusés, malins, qui sont aux aguets pour capter le pouvoir dès que le peuple arrive à abattre les dictateurs en place. Voilà. Donc, c'est quelques éléments que je voudrais aborder. Je vais aller sur YouTube pour voir s'il y a quelques commentaires. Ouh là là, il y en a. Bon, je pense que il y a quelques commentaires. Hop, voilà, comme ça. Kofi dit comment faire pour réveiller le peuple togolais que les élections ne vont jamais résoudre nos problèmes. Je me demande si ce peuple vit encore. Eh bien, Monsieur Kofi, merci pour votre question. Je ne vais pas aborder cette question. J'ai abordé cette question suffisamment cette dernière semaine. Il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook où nous avons parlé des élections abondamment. Donc ça, c'est un non-sujet. Nous avons expliqué 1000 fois que les élections ne peuvent pas résoudre un problème colonial. Si les Togolais veulent continuer dans ce sens-là, qu'ils continuent, mais au bout de l'exercice, les Togolais seront confrontés à cette réalité historique incontournable, qui est une loi incontournable de l'histoire, qui impose aux populations dominées, non pas les élections, non pas le dialogue, non pas les interventions étrangères, non pas des médiations, mais une révolution populaire organisée. C'est tout. Si les Togolais ne comprennent pas ça, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Parce qu'après tout, lorsqu'on continue à expliquer les choses et à mettre les Togolais devant leurs responsabilités, les Africains devant leurs responsabilités, les gens s'énervent, ils disent que j'insulte les gens, que je flétris le peuple togolais. Bon, très bien. Et alors, j'ai répondu à un certain nombre de personnes qui formulent ces accusations. Je dis, bien sûr, quand le Moltra ou quand les Africains vous appellent au combat et puis qu'on vous met devant vos propres responsabilités en disant que vos comportements, vos actions relèvent de la bêtise et que les solutions que vous êtes en train d'imaginer ne sont pas des solutions adaptées en pensant changer les choses en faisant les mêmes choses depuis plusieurs années, en pensant obtenir un autre résultat tout en faisant la même chose et que cela relève de la folie, de la bêtise, que nous agissons comme des idiots. Bon, les gens s'énervent. Par contre, quand la Bible dit que vous êtes des enfants de serpents et que vous êtes des descendants de serpents, que vous êtes un peuple d'animistes, de serpents, d'idiots, de Satan, de sataniques, un peuple satanique, adorateur des fétiches et du diable, et que vous êtes des descendants de Cham, donc vous devez vous repentir. Là, on ne trouve pas que c'est des injures. La Bible a insulté les Africains. La Bible insulte les Africains, les pasteurs, les prêtres, l'Église catholique, les protestants, les born again insultent les Africains tous les jours. Nous insultons les Africains tous les jours. Là, on applaudit. On applaudit. On dit ce pasteur ou ce prêtre, il dit la vérité. On dit que les Africains sont des descendants de serpents, que nous sommes un peuple animiste, nous sommes un peuple d'idiots, nous sommes un peuple satanique, nous sommes des descendants des pharaons qui sont le diable, adorateurs de pierres, de serpents, des arbres, et de tout ça. Quand on nous insulte, on insulte notre intelligence tous les jours, la Bible nous insulte, le Coran nous insulte.
Ça, ce n'est pas des injures. Mais quand nous, on dit aux Africains que cessez d'être bêtes, cessez de penser que vous allez changer une situation coloniale en allant aux élections ou en appelant au dialogue ou en allant prier ou en faisant les mêmes choses tout en espérant une solution contraire, là les Africains se fâchent. Voyez? Donc, je ne veux pas parler des Togolais. Voilà. Que les Togolais restent dans leur logique. Et nous verrons très bien ce qu'il va en être. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons expliqué plusieurs fois que les élections ne peuvent pas résoudre le problème africain. Et je ne vais pas continuer à dire la même chose depuis plusieurs années. D'ailleurs, si vous êtes au pays, ben, il y a le journal alternatif de la journée de demain, vendredi, qui va paraître, où nous avons fait une longue interview avec Ferdinand Ité, où nous expliquons aux Togolais ce que c'est que les élections et quelle est la voie à suivre pour que les Togolais sortent des griffes de ce régime franco-gnassingbé. Donc demain, allez acheter le journal alternatif de Ferdinand Ité et puis lisez ce journal. Nous avons donné plein d'explications et de pistes là-dedans. Et puis, ben, allez sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, il y a plein de vidéos que vous pourrez trouver. Alors, à vos 100, Espoir à vos 100 dit, moi je ne comprends même pas pourquoi nos peuples comptent toujours sur d'autres personnes pour les libérer. Indépendance véritable s'arrache au prix des sacrifices. Ça, c'est une vérité enfantine. Comme les Africains aiment bien la Bible, je dis c'est une vérité biblique, c'est une vérité enfantine ça. Voilà, aucun peuple n'a vocation à libérer un autre. Donc ça, nous le disons depuis 20 ans. Donc si les Africains ne veulent pas comprendre ça, tant mieux. Voilà. Kofi dit Milagan, faux comme là. Bah oui, Milagan, nous pouvons guérir à condition d'accepter le diagnostic et d'accepter non seulement le diagnostic, mais d'accepter de prendre les médicaments qu'il faut, les médicaments les plus adaptés aux maux dont nous souffrons. Si vous souffrez des maux de dents, puis que vous allez prendre des solutions qui sont plutôt applicables à une fracture du tibia, ben voilà, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc les Togolais, à un moment donné, c'est pas qu'on les... Moi, je n'insulte pas mon peuple, mais je dis simplement que ce que mon peuple est en train de faire, surtout en suivant les faux leaders politique de tous les bords, il ne s'agit pas d'accuser l'opposition ici, mais de dire, de suivre les leaders politiques de tous bords, c'est que les peuples africains sont en train de se saborder, sont en train de se tuer, sont en train de se neutraliser eux-mêmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devenons nous-mêmes le problème. Donc à partir d'un stade donné, les populations, les peuples sont leurs propres ennemis. Donc voilà. Aujourd'hui, si les Togolais ne veulent pas écouter d'autres pensées alternatives, des pensées alternatives, réfléchir autrement, chercher les informations et soutenir les gens qui leur disent la vérité, au lieu de les voir comme des ennemis, des adversaires, comme des gens qui les insultent, et en essayant de leur ouvrir les yeux, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, nous n'allons pas guérir. Mais à partir du moment où un peuple commence par retrouver la lucidité, à commencer par mettre en œuvre les règles de l'histoire, parce qu'il y a des lois de l'histoire qu'il faut connaître et mettre en action. À partir du moment où un peuple commence cet exercice-là, en se débarrassant de faux dogmes, de fausses idées, des idées genre Dieu va le faire, on peut faire des miracles, donc on n'a pas besoin de nous organiser, il n'y a pas besoin d'organisation ni de structuration, on n'a pas besoin de souffrir, il y aura un miracle à un moment donné. Et donc, on va attendre que, voilà, on va se rallier tous à ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement la dynamique Podjo. Je ne sais même pas, voilà, dynamique Podjo. Bon, très bien, dynamique, ok, très bien. Podjo, l'homme de Dieu qui nous apporte la solution. Bon, c'est comme ça, les Africains passent un peu partout. Donc, on va se réfugier sous la soutane et sous le chapeau, là, je ne sais même pas comment on appelle ça, le long chapeau, là, de Podjo. Hein, on va se cacher sous le long chapeau de Podjo et sous sa soutane avec un Guillaume derrière qui va changer les choses, qui va changer le cœur des gens du RPT, pousser l'armée à le soutenir. Bon, que les Togolais continuent comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Voilà, je sais plus ce qu'il faut dire pour amener les gens à comprendre que l'élection n'est pas la solution, la voie adaptée
à un problème colonial. Pas plus que le dialogue, pas plus que le gouvernement d'union nationale, pas plus que l'appel incessant à la conversion des cœurs du tyran pour qu'il retrouve son humanisme, hein, sa gentillesse perdue, pour devenir tout gentil avec nous. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Et puis on ne va pas trouver la solution non plus en allant chercher soi-disant des médiateurs au Ghana ou ainsi de suite, quoi. Il y a un problème véritable. Donc il faut dire la vérité au peuple togolais et lui dire que voilà, tel qu'il fonctionne, il n'y aura pas de solution. Et ce que je dis là n'est pas seulement pour le peuple togolais, mais pour l'ensemble des Africains. Voilà, tout simplement. Kolia Amani dit, on entend très souvent parler de nos dirigeants. La question que je me pose est de savoir si nous avons réellement des dirigeants en Afrique. Vu l'ignorance majeure de nos différents problèmes en Afrique par ces soi-disant dirigeants, est-ce que ceux qui sont à la tête de nos différents enclos sont réellement des dirigeants au service des Africains? Cette question, elle est une évidence. Ces gens-là ne sont pas nos dirigeants. Ces gens, ce sont des métayers qui dirigent le champ du maître, qui dirigent l'enclos colonial, avec qui le maître partage un peu le fruit des moissons, quoi. Donc ces gens, à la limite, ces gens, j'ai toujours dit, hein, ces gens ne méritent même pas le titre et la qualité d'éboueurs dans une Afrique qui marche réellement. Ces gens sont ce qu'on appelle l'élite coloniale. Et ce n'est pas moi qui leur donne ce nom. Ce sont les colonisateurs eux-mêmes qui ont dit qu'ils ont besoin de bâtir en Afrique des hommes et des femmes qui seraient en mesure, qui seraient capables de continuer leur entreprise. Et donc ceux-là, ils répondent exactement aux critères que les colonisateurs eux-mêmes ont inventés, à savoir l'élite coloniale, l'élite indigène capable de continuer la colonisation entamée par les pionniers, repris en main par le gouvernorat colonial. Donc ces gens, ce sont des gouverneurs coloniaux, ce sont des régisseurs coloniaux, ce ne sont pas des dirigeants africains. C'est par abus de langage et par raccourci qu'on appelle ces gens-là des dirigeants africains. Ces gens, ce sont des métayers, ce sont des criminels, ce sont des voyous, ce sont des gens de qui il ne faut rien attendre. Ce sont des gens qui maintiennent l'Afrique dans la colonisation tout simplement, et ces gens ne vont pas changer. C'est pour ça que quand on voit un certain nombre d'Africains louer ces gens-là, hein, qui sont des êtres de pacotille, des êtres pacotilles, des êtres ou des hommes outils, des instruments qui sont à la solde de l'étranger pour continuer l'entreprise coloniale de démolition de la société africaine. Espérer que ces gens-là vont faire quoi que ce soit, parce qu'on voit quelquefois les Idriss Déby, Mamadou Issoufou, quelques-uns, il y en a quelques-uns comme ça qui amusent la galerie, qui de temps en temps prennent des accents panafricanistes, et puis bon, comme les Africains ne veulent surtout pas risquer leur vie, parce que s'engager pour l'Afrique c'est risqué, eh bien, on pense que ces gens-là, il faut les soutenir, alors que ces gens-là, ce sont des tyrans, ce sont des manipulateurs, ce sont des gens qui jouent sur les deux tableaux. Et puis que quand ces gens-là, ils sont confrontés à leur propre médiocrité, à leur propre manipulation, puis que la France les convoque pour venir dire s'ils sont ou pas d'accord pour que l'armée française soit présente en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement à la queue leu-leu, comme de petits enfants, de petits toutous de Macron, pour dire oui, nous sommes tous d'accord, maître, s'il vous plaît, restez en Afrique, sauvez-nous, on a besoin de vous, n'écoutez pas les Africains aigris, les quelques Africains aigris sur les réseaux sociaux qui vous attaquent et qui nous attaquent. S'il vous plaît, maître, restez avec nous, s'il vous plaît, sans vous, on n'est rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit des Africains surpris et étonnés, et ils disent, moi j'ai vu toutes ces réactions, le Mortal n'a même pas du temps à perdre pour réagir à ce type de choses. Parce que ça, on le savait très bien. Donc le Mortal ne va même pas passer du temps pour parler de ce qui s'est passé à Pau, au sommet de Pau, où ces gens vont aligner comme des itréments derrière Macron pour dire s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, restez avec nous, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur le président, restez avec nous. Non, moi, j'ai même pas de temps à perdre avec ces gens-là. Donc, si les Africains ne comprennent pas encore que ces gens-là, ce sont des... Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Ce sont des vers de terre. C'est même pas gentil pour les vers de terre que de traiter ces gens-là comme des vers de terre. Ces gens, ils sont plus bas que terre.
c'est rien, ces gens-là, c'est rien, quoi. Donc, si les Africains, voilà, veulent trouver des solutions faciles en pensant que certains de ces gens-là vont s'engager dans une logique de réforme, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ces gens n'ont aucune dimension, ils n'ont aucune carrure. Ces gens, c'est des toutous, c'est des itrémas qui sont alignés derrière leur maître. Hein, dans l'espace anglophone, ils sont alignés derrière l'Angleterre et les États-Unis. Dans la zone lusophone, ces gens sont alignés derrière le Portugal. Dans la zone francophone, ces gens sont alignés derrière la France. Et puis, bon, tout ça se joue. Vous voyez, donc, on joue, bon, on va là, après on va là, les Chinois arrivent. Donc, voilà, ces gens, ce sont tout simplement de petits putes hein, qui font tout pour garder leur place. C'est tout. Donc, ces gens ne sont pas là pour l'Afrique. Ces gens sont là dans un cadre bien précis, dans une logique bien précise, pour accomplir une tâche précise, c'est de maintenir l'Afrique dans le giron de la colonisation. Point final. Alors, nous entretenons jalousement des micro-États en Afrique alors que nous voulons que l'Afrique se débarrasse de l'impérialisme. Que pensez-vous de cette situation? Évidemment que les Africains doivent arriver à sortir des enclos coloniaux, quoi, qui sont c'est des pièges mortels pour nous. C'est pour ça que nous avons fait des vidéos depuis X années. Hein. Allez sur YouTube, je vous renvoie encore sur YouTube et sur notre page Facebook, où nous avons dit que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Togolais, parce que les enclos coloniaux africains ne sont pas de notre fait. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces enclos coloniaux et que nous devons agir dans ces enclos coloniaux pour les déconstruire. Mais dans notre identité, nous devons nous affirmer radicalement comme des Africains. Voilà, il n'y a pas de Togolais en réalité, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas d'Ivoiriens. Nous sommes des Africains. Et le morcellement qui est intervenu entre nous n'est pas de notre fait. Donc, il s'est fait que par le mécanisme de la colonisation, nous nous retrouvons dans ces enclos coloniaux. Et puis, aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à dresser ces barrières-là entre nous. Hein, de sorte que si moi, un Africain du Togo, j'ai tout à fait le droit d'aller parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, d'aller parler de ce qui se passe en Afrique du Sud, d'intervenir, parce que c'est mon peuple qui est là, c'est notre peuple est partout. Nous sommes un même peuple, nous sommes le peuple africain, nous sommes le peuple noir, nous sommes des descendants des Égyptiens, nous sommes des Égyptiens, nous sommes des Kamites. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Ce n'est que comme ça que nous allons nous solidariser les uns avec les autres pour pouvoir construire un véritable mouvement de libération à l'échelle continentale. Et ensuite, une fois que nous nous libérons dans ces petits enclos coloniaux bien organisés hein, et gardés par des chiens de garde qu'on appelle abusivement des dirigeants africains, eh bien nous allons nous orienter vers la mise en place de l'État fédéral africain qui sera un espace géopolitique, géoéconomique, géostratégique, le plus puissant de l'humanité parce que l'Afrique dispose des atouts énormes, considérables pour devenir le continent incontournable dans la politique mondiale. Parce que nous avons absolument tout, nous avons toutes les richesses, nous avons les hommes, nous avons les capacités, nous avons l'intelligence, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources hydrauliques, les ressources minières, le soleil, le vent, tout ça. L'Afrique a tout, l'Afrique est dotée de tout. Le problème que nous avons, c'est les enclos coloniaux et leurs gouvernants qui sont abusivement appelés des dirigeants africains, donc des chefs d'État et de gouvernement, qui sont en réalité des hommes instruments fabriqués de toutes pièces pour maintenir l'Afrique dans le giron colonial. Et bien, si nous nous débarrassons de toutes ces identités, de toutes ces fausses identités que nous avons acquises sur notre parcours historique, eh bien, nous verrons que les choses seront beaucoup plus simples pour nous et nous allons pouvoir travailler main dans la main avec d'autres compatriotes, d'autres pays pour aller de l'avant. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique va s'en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir en faisant ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire fiers de nos identités coloniales, hein, les identités coloniales de Togolais, de Maliens, de Burkinabés, gardant jalousement chacun cette identité coloniale comme un trésor, alors qu'il faut s'en débarrasser pour pouvoir revêtir les habits d'un nouvel être africain qui a compris l'histoire, qui a compris comment est-ce qu'il est devenu Togolais, comment est-ce qu'il est devenu Malien, comment est-ce qu'il est devenu Sud-Africain, comment est-ce qu'il est devenu Soudanais, passant de l'Africain à ces différentes identités coloniales morcelées
compartimentées et mises en boîte, hein, dans des petites boîtes qu'on appelle les États africains, gardées jalousement par des métayers que nous appelons par abus de langage des chefs d'État. Voilà, donc ça c'est des sujets de fond qui doivent nous préoccuper et non les petits sujets là qui nous occupent et qui nous empêchent véritablement de voir la profondeur et la gravité de nos problèmes. Donc ça, c'est aussi un travail d'éducation, de pédagogie et de redécouverte de notre histoire. Parce que si nous redécouvrons notre histoire en réalité, nous verrons que nous avons les mêmes ancêtres, nous venons de la vallée du Rift, en passant par l'Égypte, en passant par les grands empires, avant d'être morcelés, hein, à la conférence de Berlin, 1884-1885, et empaquetés, mis en boîte par les pays colonisateurs, parqués dans des enclos coloniaux qu'on appelle l'État aujourd'hui et qui nous donnent ces identités qui ne sont pas en réalité nos identités en réalité. Voyez? Donc il faut sortir de ce micronationalisme idiot, ce micronationalisme colonial qui est devenu une propriété des Africains alors que véritablement il faut s'en débarrasser pour aller de l'avant. Donc ça aussi il faut continuer à en parler et imposer aux Africains, à un certain nombre d'Africains qui nous disent « Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans tel ou tel débat parce que ce n'est pas votre pays. » Eh bien, ces gens-là, c'est parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ils ne connaissent pas l'histoire de la naissance des soi-disant États africains. C'est pour ça que ces gens pensent ainsi. Donc, il faut continuer. Nous devons nous imposer. Même si nos compatriotes du Burkina nous disent que nous sommes, nous, du Togo, et donc nous n'avons pas intervenu dans leur débat, nous devons continuer à le faire. Parce que ces gens-là, quand ils voient un Français qui prétend être un spécialiste du Burkina Faso et qui parle du Burkina, ils ne sont pas choqués. Ça ne les choque pas. Mais quand un Africain du Togo, par exemple, veut intervenir dans les histoires du Bénin, les Béninois se fâchent parce qu'ils estiment que le gars qui vient du Togo, l'Africain du Togo, il n'est pas légitime pour intervenir dans ce qui se passe dans son pays, à savoir le Bénin. Ainsi de suite. Donc, il faut s'imposer. Nous devons nous imposer aux Africains qui réfléchissent par le bout de ce micronationalisme colonial, de ces identités coloniales qui ne nous apportent absolument rien. Nous devons nous imposer à ces gens-là. Peu importe ce qu'ils nous disent, peu importe leur état d'esprit, peu importe leur émotion, nous devons continuer, tout simplement. Voilà. Et puis, nous devons aussi, chaque fois, nous devons aussi changer notre langage. Hein? Notre langage doit évoluer, le vocabulaire est très important dans la structuration ou bien dans le combat contre la domination. Il faut changer aussi de paradigme lexical. Hein? Le verbe doit évoluer. Ça veut dire que nous devons nous définir comme Africains du Togo, Africains du Mali, Africains du Burkina Faso, Africains de Tunisie, Africains du Soudan, Africains du Tchad, Africains de Congo, Africains de Tanzanie, Africains d'Afrique du Sud, etc., etc. Donc déjà ça apporterait quand même quelque chose en termes de perception que nous avons de ces micro-États qui sont en réalité des exploitations des puissances coloniales en Afrique. Kofi dit, beaucoup ne savent même pas que nous souffrons, que le traumatisme est profond, en gros. Oui, bien sûr que les gens, dans l'école coloniale, il y a deux instruments très très stratégiques que les colons ont utilisés et continuent d'utiliser en Afrique pour maintenir les Africains dans l'ignorance, parce que plus vous gravissez les échelons, plus l'aliénation augmente. Donc ces deux outils, ce sont l'école et la religion. Parce que les théoriciens de la colonisation eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, il y a un outil fondamental qu'ils ont à leur disposition, c'est l'école. Donc, c'est de créer une nouvelle pensée africaine. Donc, par le biais de la création de ces nouvelles pensées, on va créer un nouvel être africain qui va penser ce que le système lui dit de penser. Voyez? Donc, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont endormis. Après, n'en parlons pas. Hein, ceux qui sont aliénés spirituellement, la religion, c'est encore plus grave. Donc voilà, il faut continuer à marteler ce message-là, de sorte à ce que ceux qui dorment se réveillent. Et les Africains n'auront pas d'autre choix que de se réveiller et d'assumer clairement et nettement leurs responsabilités devant l'histoire. Parce qu'il n'y aura pas d'alternative à la lutte de libération. Il n'y a pas d'alternative, en tout cas jusqu'à présent, depuis la plus haute antiquité,
Aucun peuple dominé n'est sorti de ses souffrances, de ses fers, en ne prenant pas ses responsabilités de manière organisée et disciplinée. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Et donc les Africains, à un moment donné, seront obligés de se réveiller de leur coma profond et de leur léthargie pour secouer leur torpeur et aller de l'avant et de risquer, donc l'audace de risquer pour aller de l'avant, tout simplement. Voilà, pour le moment, nous n'en sommes pas là, c'est ce qui fait que voilà, la situation continue de cette façon-là. Les religions importées nous empêchent et sont des freins pour notre réveil. Absolument, c'est une évidence. Ce sont deux outils fondamentaux. Rappelez-vous, gardez à l'esprit, deux outils fondamentaux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les colons eux-mêmes, la religion et l'école. Donc l'éducation, l'éducation religieuse et l'éducation scolaire. C'est deux éléments qui permettent au système colonial d'écraser les Africains de manière intellectuelle et les posséder spirituellement, de sorte à détruire leur structure mentale et de les posséder effectivement. Parce que dès lors que vous contrôlez la tête d'un être ou d'un peuple, vous dominez absolument. C'est pour ça que le Mortra met au cœur de ses réflexions la refonte complète du système éducatif et la destruction des religions importées en Afrique. Ça, c'est clair. Les Chinois n'ont pas fait dans le détail. Aujourd'hui, on voit où ils sont. Quand ils ont réformé, parce que Mao et ses camarades, quand ils ont pris le pouvoir, deux choses fondamentales que ces gens ont fait très intelligemment, c'est d'étouffer toutes les religions importées et d'imposer aux Chinois le retour au confucianisme, enfin le retour aux valeurs culturelles de la Chine. Deuxième chose, la révolution culturelle, révolution culturelle avec fermeture de toutes les écoles, des universités. Et les Chinois, Mao et ses camarades, ont envoyé les élites formatrices, donc les enseignants aussi de tous les degrés, dans les campagnes pour que ces gens apprennent auprès des paysans ce que c'est que la Chine. Et puis, il y a des évaluations qui étaient mises en place. À chaque fois qu'un enseignant ou un professeur franchit ou bien redevient, montre qu'il devient chinois et qu'il s'est débarrassé de la pensée occidentale qu'il a acquise, qu'est-ce qui se passe? On le réintègre dans le système. Et puis Mao et ses camarades ont rebâti un système éducatif chinois. Aujourd'hui, on voit où est la Chine. Donc si les Africains continuent à vouloir réformer leurs chaînes, leurs fers, à vouloir réformer les structures coloniales en les maintenant, en leur apportant en les badigeonnant, c'est comme si nous carrelons, on met des carreaux sur des tombes, parce qu'à l'intérieur c'est tout pourri, quoi. Donc si on peut rendre la tombe très jolie en la badigeonnant ou en mettant des carreaux et tout, ou en mettant du marbre, sauf que à l'intérieur ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est un cadavre qui est à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas de réformer les structures coloniales, c'est ce que nous avons toujours dit. Le Mortra tout dit qu'on ne réforme pas la colonisation, on ne réforme pas ses fers, on ne réforme pas les structures coloniales, on les détruit. C'est clair et net. Tous les pays que nous voyons aujourd'hui peser sur la scène internationale, qui ont connu des difficultés dans leur parcours historique, ont procédé ainsi. Montrez-moi un seul peuple qui est arrivé à réformer un système colonial pour devenir un pays qui compte aujourd'hui sur la scène internationale. Ça n'existe pas. Les États-Unis d'Amérique, ce qu'on appelait les colonies américaines, qui étaient des colonies britanniques, se sont affranchis de la domination britannique. Ils ont fait des révolutions, ils ont chassé les Britanniques, ils ont reconstruit les États-Unis, ils ont construit un pays, ils ont éliminé les Indiens et les Africains aux États-Unis. Ils les ont esclavagisés, domestiqués, écrasés. Et ils sont devenus une puissance. Ils pèsent aujourd'hui sur la scène internationale. C'est clair. La France, plusieurs fois, a été confrontée au roi tyrannique, puissance venant de l'extérieur qui manipulait tout ça. Les Français se sont levés à plusieurs reprises pour bâtir une république. Les Allemands, même chose. Bismarck et ses amis, ils se sont levés. Ils ont affranchi l'Allemagne parce que l'Allemagne, à l'époque, au XVIIIe siècle, était confrontée à la même situation que la situation que les Africains connaissent aujourd'hui, à savoir un morcellement du territoire, des dirigeants jaloux les uns des autres, placés un peu partout,
des douanes à ne pas en finir en Allemagne, eh bien, les Allemands se sont levés, ils se sont affranchis, ils ont détruit tout ça, ils ont réunifié leur territoire. L'Allemagne est devenue aujourd'hui la plus grande puissance européenne. C'est tout, c'est comme ça. L'Italie, la Renaissance italienne, même chose. Les Européens, l'Espagne et tout ça, avaient maîtrisé l'Italie. La France, maîtriser l'Italie, diviser l'Italie, morceler l'Italie. Les Italiens se sont levés avec Garibaldi et Cavour, menant une forte révolution populaire, armée, libérer l'Italie, réunifier l'Italie. L'Italie est devenue une puissance sur la scène internationale. Les Chinois, même chose. Les Indiens, même chose. Donc, voilà, ça c'est ce que nous appelons les constantes de l'histoire. Ce sont les constantes de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des règles immuables, permanentes, universelles de l'histoire. Et les Africains ne vont pas échapper à ces règles-là, à la seule condition que les Africains continuent de se définir comme un peuple spécial. Voilà. Si nous nous définissons comme un peuple spécial, c'est-à-dire que nous n'appartenons pas à l'humanité et que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu va descendre pour nous, ben, effectivement, on va continuer à théoriser et à penser des fausses solutions au lieu de suivre simplement ce que nous appelons les lois de l'histoire. Et parce que ce que l'Afrique vit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'autres peuples qui ont vécu ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc si les Africains veulent continuer à se particulariser et à particulariser leurs problèmes, eh bien ils vont continuer à chercher des solutions particulières qui ne sont pas du tout adaptées aux problèmes africains. C'est tout simple ce que nous disons depuis plusieurs années. Donc merci encore une fois de partager ces vidéos, d'inviter vos amis là-dessus. Et puis ben voilà, je vais essayer d'avancer. Je vais retourner sur YouTube pour voir s'il y a... Ouh là là, il y a plein de commentaires. Alors bon, je vais ignorer tout simplement quelques commentaires qui sont... Bonsoir, les hommes d'église ne font rien, on leur reproche des choses. Bon là, ils ont fait quelque chose. Moi je me dis, ben tant pis quoi. Quand bien même on sait à peu près comment ça va finir. Bon. À Balo, à Samo, bon, merci pour votre commentaire, c'est une opinion que je respecte. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais simplement, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur une chose. Les règles de la politique doivent rester les règles de la politique. Et un système politique de domination doit être examiné, doit être analysé de manière rationnelle. La religion, c'est plutôt un domaine où la raison n'intervient pas vraiment, où c'est plutôt la croyance, la foi. Donc, il faut séparer les deux domaines. Il ne faut pas que les hommes d'église viennent s'immiscer dans la politique en prescrivant des fausses solutions, parce que ces solutions seront ou seraient des solutions qui relèvent de la religion. Dans la religion, on dit qu'il faut pardonner au voleur, il faut pardonner à l'assassin. Même si la Bible dit il ne faut pas tuer, l'Église ne dit pas aux dictateurs africains de ne pas tuer. L'Église va dire plutôt pardonner et que c'est à Dieu de rendre justice et que le jugement appartient plutôt à Dieu. En politique, c'est un autre niveau de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a des lois qu'on doit respecter et puis quand quelqu'un viole ces lois-là, la société doit pouvoir le sanctionner, doit pouvoir sanctionner l'auteur de ces violations-là. Donc, il faut séparer les domaines. Et je ne crois pas que les solutions religieuses soient des solutions adaptées aux problèmes politiques que nous avons. Et je pense d'ailleurs que nous avons fait, c'est ça que nous faisons depuis plusieurs années. C'est-à-dire que la religion va prendre une dimension énorme, ce qui nous empêche de faire des analyses rationnelles des systèmes que nous avons en face de nous. Ce qui fait qu'on prend des raccourcis et on imagine qu'on peut parfois trouver des solutions par miracle. Et donc, la raison n'intervient pas beaucoup, de sorte que nous n'analysons pas véritablement ces systèmes politiques qui nous écrasent, de sorte à leur imaginer des solutions rationnelles, humaines qui existent. Voyez? Donc, du coup, on s'abandonne très souvent à Dieu, et puis, Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas ça,
on ne voit pas ces manifestations et Dieu ne va pas descendre pour résoudre les problèmes à notre place. Donc, encore une fois, il faut qu'on écarte clairement et nettement la religion de ce que des affaires humaines. Parce que les hommes de l'Église, les hommes de l'institution religieuse, qui est une institution économique avant tout, hein, la vocation, enfin disons, ces gens-là, ils sont plus... Voilà, ils ne sont pas les bergers de l'humanité, ou bien ne sont pas, voilà, ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est devenu une institution, ça a d'ailleurs été une institution, c'est une affaire de gros sous. Donc ces gens nous empêchent souvent de penser structure, de penser système, et de penser solution. Hein, ces gens, les hommes religieux, nous empêchent de penser solution, des solutions qui relèvent de nos responsabilités en tant qu'humains. Voyez? Hein? Donc, il faut écarter Dieu, hein, de nos réflexions pour pouvoir voir nos responsabilités et voir le système que nous avons en face de nous pour pouvoir imaginer les solutions qui sont les plus adaptées. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Mais je pense qu'il faut sortir les religieux du champ politique, hein, parce que ces gens-là, ils empêchent la population de penser. D'ailleurs, les communistes... considère la religion comme l'opium du peuple parce que la religion empêche la population de penser, tout simplement parce que c'est la foi. Et quand c'est la foi, ben, la raison n'intervient pas. Alors que ce que nous avons en face de nous, c'est un système colonial qui a besoin d'être étudié, maîtrisé dans son fonctionnement pour pouvoir lui imaginer les solutions les plus adaptées, tout simplement. Et l'homme doit se mettre en action par Dieu. Donc nous n'avons pas besoin de l'intervention de Dieu puisque Dieu ne va jamais intervenir. Et Dieu ne va intervenir peut-être que par le biais des hommes. Parce que Dieu nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin sur dans notre vie, quoi, et sur notre parcours terrestre. Donc il faut tout simplement écarter ça et mettre la raison au cœur de ce que nous sommes en train de faire pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Très clairement. Les gens ne savent pas le parcours qui est le nôtre et tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc, ils ont raison d'avoir leurs propres idées, d'avoir leurs propres a priori sur nous et de nous cracher au visage en disant « oui, voilà, vous compromettez déjà la révolution si vous en parlez. » quoi. Ces gens ne savent pas de quoi on parle. Voilà. Expliquer la révolution, c'est un travail qui est hyper important. Donc, souvent, c'est ceux qui n'ont aucune stratégie qui disent « Ah, ben, on ne va pas accoucher tout ça en public parce qu'il faut garder tout ça au secret. » Non, non, non. Il y a des choses qui relèvent du secret. Ça, c'est l'opérationnel, ça. Mais la stratégie, elle doit être expliquée. Les gens doivent être amenés à comprendre. Je pense qu'il y a un problème de connexion, là. Connexion instable, bizarre. Alors, je disais que les gens doivent être amenés à saisir ce que nous avons comme réflexion stratégique. Et la stratégie, elle doit être publique. Une stratégie, elle doit être expliquée publiquement. Elle ne doit pas être cachée. L'opérationnel et l'agenda est une autre chose. Voilà, l'opérationnel et l'agenda, la tactique, c'est une autre chose. Mais la stratégie, c'est-à-dire la vision globale, hein, la direction qui est la nôtre, elle doit être expliquée, elle doit être montrée. Donc les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens sont dans une confusion totale. Et il ne faut pas croire que tous ceux qui sont sur nos lives, sur les directs, que ces gens-là, ils comprennent forcément ce que nous sommes en train de dire. Ensuite, ces gens, il ne faut pas penser que tous ceux qui nous suivent, qui commentent avec nous, sont nos amis. Hein. Ça, il faut être lucide là-dessus. Nous avons plein d'ennemis sur nos directs et sur nos pages qui nous suivent et qui commentent et puis qui viennent pour déstabiliser, pour casser. Donc, il faut être lucide sur ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas accorder beaucoup plus d'importance à ces gens-là que de se concentrer sur ce que nous sommes en train de faire, d'écouter le message, de le partager, de l'envoyer un peu partout, de sorte que les gens puissent comprendre. Donc, une stratégie politique, elle doit être expliquée. Elle doit être mise sur la place publique, de sorte que les gens comprennent le sens et la direction dans laquelle nous voulons aller. Maintenant, je dis bien que l'opérationnel, c'est-à-dire l'agenda stratégique, la tactique, c'est-à-dire le déploiement au quotidien
Hein? La tactique, elle est différente. Des gens utilisent même des mots sans savoir leur contenu. Donc, on dit stratégie, tout ça. Alors qu'ils veulent parler de tactique. Bon, la tactique, qui est l'action au quotidien, ça relève d'un autre niveau. Donc aujourd'hui, c'est clair que notre direction, notre stratégie, c'est libération du continent africain et sa reconstruction. Voilà, c'est ça notre stratégie. Libération et reconstruction du continent. La voie, c'est une voie révolutionnaire, c'est-à-dire la voie du soulèvement populaire, discipliné, maîtrisé, de bout en bout pour éviter que nous ne fassions pas ce que nos compatriotes du Burkina Faso ont fait, c'est-à-dire chasser Blaise Compaoré pour mettre quelqu'un qui est sa photocopie à sa place pour que le système puisse continuer. Et ça demande un travail en amont. Parce que les grandes victoires, hein, les victoires qu'on acquiert facilement, ce sont les victoires qu'on prépare en amont. Donc tout le travail préparatoire est décisif. Hein, c'est tout. Tout le travail préparatoire est le niveau le plus important. C'est pour ça que nous ne travaillons pas dans la précipitation, dans l'agitation et tout ça. Il faut préparer minutieusement, hein, le match. Voyez? Donc c'est un match que nous livrons au système. Et donc pour gagner ce match-là, il va falloir travailler véritablement, hein, la phase préparatoire, l'entraînement doit être intensif, de sorte que si nous déclenchons les hostilités, nous puissions gagner. Donc la voie, elle est la voie d'un soulèvement populaire organisé sous la forme d'un tsunami qui va balayer le système sur l'ensemble de son parcours. Voilà, c'est ça le travail qui nous attend. Et donc ça passe par l'organisation, hein, des groupes, que les Africains commencent par se parler entre eux, réfléchir sur cette question de révolution, comment on bâtit un niveau de confiance entre différents partenaires, entre différents courants, en tout cas entre différents individus, aussi bien dans les familles, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, ainsi de suite, dans les universités, dans les écoles. Il faut qu'on réfléchisse parce que sans ça, l'Afrique ne va pas s'en sortir. C'est là le travail qui nous attend. Et après, bon, on va passer au niveau supérieur qui consiste à organiser tout ça. Hein, donc à mettre tout ça en réseau, en synergie, de sorte qu'il puisse s'établir une sorte de chaîne de commandement qui va guider l'ensemble du soulèvement populaire, qui va nous amener vers des actions concrètes. Donc voilà, c'est ça. Et nous ne tirons pas ça de... Ce n'est pas des plans qui sont tirés sur la Lune, mais c'est simplement, nous avons observé l'histoire depuis l'Antiquité, ce que les peuples ont fait depuis la nuit des temps. Donc les Africains ne vont pas réinventer la lutte de libération. La lutte de libération, elle a des règles, elle a des contraintes qu'il faut connaître, qu'il faut respecter. À chaque fois qu'un peuple s'écarte de ces règles-là, il ne trouve jamais la solution. Il va être sur de fausses pistes comme des pistes électoralistes, des pistes de dialogue, des pistes de gouvernement d'union, des pistes d'aller chercher des médiations, des choses comme ça, qui n'ont jamais apporté la solution à un problème de colonisation, tout simplement. Et je dis encore une fois que le problème de l'Afrique est un problème de colonisation duquel nous n'allons pas nous en sortir si les Africains continuent d'actionner les mauvaises solutions. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aller chercher dans l'histoire de l'humanité quel est le peuple qui est colonisé, dominé de l'extérieur et qui a trouvé les solutions en faisant ce que les Africains sont en train de faire, à moins d'être un peuple spécial, puisque parfois nous-mêmes nous définissons comme des peuples spéciaux. Voilà, à moins d'être un peuple spécial, on trouve des solutions qui ont prouvé leur efficacité dans l'histoire. Il n'y a pas d'autres alternatives. Donc voilà. Bon, alors, je pense que quelqu'un me dit, ça, c'est pas une stratégie. Alors, si je ne sais pas, si une vision globale n'est pas une stratégie, alors je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir m'expliquer ce que c'est qu'une stratégie. Une stratégie, c'est une vision globale, c'est un plan global d'action. Voilà, c'est ça qu'on appelle une stratégie. Vous pouvez demander aux militaires ou aux stratèges. C'est ça. Une stratégie, c'est une vision d'ensemble, c'est une vue d'ensemble du problème, de ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ça une stratégie. Alors, si vous avez une autre définition de la stratégie, merci de partager ça avec nous. On est à 1h53 de direct, avec des coupures, il me semble.
Mais voilà, nous avons essayé d'aller de l'avant, d'apporter... Voilà, effectivement, merci frère Guy Bouaka. Effectivement, je ne vais pas répondre aux questions qui nous prennent du temps, qui n'ont pas de sens et qui veulent nous perdre du temps. Voilà. Donc, encore une fois, nous allons essayer d'avancer. Ceux qui comprennent le sens de ce que nous voulons faire, de ce que nous sommes en train de faire, nous les encourageons à se rapprocher de nous, à faire en sorte que notre pensée et nos écrits, nos tests et tout ça puissent être partagés. N'oubliez pas une chose très importante si vous êtes au Togo ou ailleurs. Nous avons accordé une interview très importante, très dense, avec des éléments historiques très précis. Nous indiquons des voies au peuple togolais, des voies alternatives en dehors des voies alternatives aux élections truquées, aux élections, au piège et à la fièvre électoraliste qui se déclenche dans ce pays chaque 5 ans, alors que nous savons que ce régime est fondamentalement anti-peuple, et donc pas démocratique, et donc contre les élections, donc ne jamais s'inscrire dans la logique électoraliste avec un pouvoir colonial qui fraude les élections, qui a une industrie, une machine à fraude qui fonctionne à merveille. Donc nous avons essayé de montrer la voie. Donc tout ça, ça existe. Nous avons essayé de thématiser tout ça. Et je remercie au passage Ferdinand Ité de nous avoir encore une fois accordé cette interview très dense qui est fournie avec des indications bien précises. Bon, maintenant c'est une proposition, c'est un partage. Alors que les Togolais s'en saisissent ou ne s'en saisissent pas, bon, voilà, ça c'est une réalité, mais l'histoire nous jugera. Je pense que chacun, à un moment donné, sera jugé de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura apporté à des phases décisives de notre marche dans l'histoire. Donc nous essayons modestement de faire ce qui est à notre pouvoir. Et puis bon, maintenant libre au public de juger si oui ou non c'est nous qui avons raison ou pas. Ça c'est voilà. Mais je pense que l'histoire nous jugera. Voilà, l'histoire nous jugera et nous verrons qui a raison et qui a tort. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc allez lire cette interview, achetez le journal L'Alternative de demain, vendredi, et puis lisez-le. Il y a plein d'éléments d'analyse là-dedans. Et encouragez vos frères, si vous n'êtes pas au pays, encouragez vos frères et sœurs à aller acheter ce journal et à le lire. Ça, c'est aussi une aide que vous apportez à ce journal qui se bat depuis des années pour apporter la vraie information à nos compatriotes au pays. Voilà. Donc ce journal a besoin d'être soutenu. Et n'oubliez pas de soutenir ce journal en l'achetant, éventuellement à lui faire des dons. Et d'autres journalistes sont aussi dans ce travail-là de combat. Il faut les accompagner, il faut les soutenir. Voilà. Je vais retourner une fois encore sur Facebook pour voir s'il y a quelques questions. Ah, je vois qu'il y a encore... Tout le temps, vous remercie encore une fois pour votre présence, pour ce que vous faites. C'est plaisant d'être à votre compagnie. Nous espérons que ce que nous sommes en train de faire ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Mais même si c'était le cas, ben, je pense que pas un travail inutile, mais c'est qu'à un moment donné de l'histoire, nous devons réaliser la nécessité de nous organiser effectivement pour prendre nos responsabilités, parce que les dictateurs africains, le système, ne vont rien céder. C'est-à-dire que si l'Africain ou si les Africains croient que en souffrant énormément, le système aura pitié de lui ou de nous ou des Africains, et puis que le système va s'humaniser, va changer de perspective et va faire en sorte que l'Afrique et les Africains surtout aillent mieux, et puis qu'on va nous apporter un soulagement, un petit remède pour aller mieux. C'est qu'on se trompe, il n'y aura rien du tout, les cadeaux n'existent pas. Nous sommes en face d'un système de domination implacable avec des instruments bien précis. Commencez par l'État colonial lui-même, créature maléfique venant de l'extérieur, pour prendre possession de l'ensemble de tout ce que le continent africain comporte, des hommes jusqu'aux biens, jusqu'aux ressources naturelles. C'est clair. Et ça, l'histoire nous l'a montré, c'est-à-dire qu'on a possédé l'Afrique, hein,
pour exploiter l'Afrique de manière implacable, de manière impitoyable, des hommes jusqu'au sous-sol. Voilà. Donc, on a eu le système de l'esclavage, des razzias négrières arabo-musulmanes et transatlantiques. Donc, on a capturé les Africains, on les a vendus comme du bétail, on les a tués, on les a marqués au fer, on les a battus, on les a fouettés, on leur a changé leur nom, nos langues assassinées, nos têtes complètement refaites. Et puis à partir de ce moment-là, l'exploitation de la terre africaine a démarré avec la colonisation. Après cette période d'esclavage et de possession de l'homme africain et de sa reconfiguration pour en faire un homme instrument, robot au service de l'étranger, programmé contre lui-même et contre la terre africaine pour tuer son propre être et tuer ses compatriotes et tuer ses congénères, eh bien l'Africain est passé au stade de l'exploitation de son propre sol, de son propre sous-sol, pour l'intérêt bien compris de l'étranger par le système de la colonisation. Et donc, après ça, il va y avoir la période soi-disant de l'indépendance où, voilà, on nous a confectionné, on nous a construit des élites à qui on a attribué le pouvoir. Et là où les Africains se sont inscrits véritablement dans une logique révolutionnaire de changement radical, c'est-à-dire de changement qui touche aux racines des problèmes en allant chercher à casser le système colonial pour remettre l'Afrique à l'endroit et la remettre à la bifurcation où elle a été déviée de son chemin naturel de progrès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont été assassinés. Donc, premièrement, les résistants africains, les héros africains, donc les rois africains qui commençaient à lutter, les Samori, les Nana Djima-Prempeh du Ghana, les Béanzan, tous les rois, donc les rois qui résistaient ont été tout simplement éliminés. Et puis, à la suite, on a éliminé les Thomas Sankara, les Sylvanus Olympio, les Lumumba, ainsi de suite. Et tout, les vrais dirigeants africains ont été éliminés. Et puis, on a placé, on les a remplacés par des pions, des hommes instruments qui sont en réalité des métayers de l'Occident, qui minent le continent africain en le maintenant de manière féroce, dictatoriale, cruelle, dans un schéma d'exploitation implacable dont ils tirent quelques profits, parce qu'ils ont le maître leur laisse une petite marge de manœuvre, ils pillent, ils prennent ce qu'ils doivent prendre, et puis ces gens-là s'estiment être l'élite élue pour l'Afrique, et donc absolument propriétaire du continent africain, privant les autres de nourriture, d'eau potable, d'infrastructures de soins. Donc il n'y a pas d'hôpital, pas d'école. Les routes sont dans un état catastrophique, les marchés sont sinistrés, il n'y a pas de marché, les infrastructures de base n'existent pas, et ces gens-là s'accaparent de nos biens, ils construisent des villas, ils construisent de belles maisons à eux, avec piscine, jacuzzi à l'intérieur, ils climatisent leur maison jusqu'au WC, jusqu'aux toilettes, jusqu'aux cuisines, et ces gens se foutent de la population africaine. Ils importent du vin Bordeaux depuis Paris, de Bordeaux, les vins les plus chers et tout ça. Ils font des fêtes et tout ça. Ils ont construit des cités. Il y a des cités que ces gens ont construites, donc des villes dans la ville, donc des pays dans le pays, où ils ont tout dans leur cité là. Ils ont tout pour eux. Leurs enfants vivent très bien. Et ces gens-là se foutent des Africains. Ils s'accaparent des biens de l'ensemble du continent. Et si quelqu'un ose les contester, il les bute, il bute les contestateurs, il les massacre et ils continuent leur chemin. Donc, il faut comprendre ce système-là et parvenir à la conclusion que c'est uniquement par une action concertée, organisée, structurée que nous allons arriver à bout de ce système-là. Et même là, nous devons payer un prix très lourd. Donc, il faut que les Africains réalisent ce qui se passe et qu'ils comprennent que l'alternative ou la solution ou les solutions à nos problèmes, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les élections, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas l'attente
d'une conversion des cœurs des tyrans africains et de leurs courtisans. Ce n'est pas l'émergence des pays très forts, puissants, qui vont contester l'Occident, la domination de l'Occident sur l'Afrique, mais plutôt nos propres actions à nous, Africains, la prise de nos responsabilités, notre organisation et l'acceptation de faire des sacrifices, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, pour que les Africains conjuguent leurs efforts de manière intelligente pour aller de l'avant, c'est-à-dire aller à la réalisation de la libération du continent et de sa reconstruction à l'aune de nos propres valeurs, de nos valeurs africaines endogènes, tout en gardant l'œil ouvert sur l'histoire, sur l'ensemble de notre parcours historique pour tirer des enseignements suffisants pour pouvoir bâtir des systèmes ou un système nouveau en Afrique qui va garantir à la fois la paix, qui va protéger les Africains. Un système nouveau qui va répondre aux besoins des Africains en sortant l'Afrique de la situation de colonisation politique, économique, institutionnelle, normative, philosophique, culturelle, religieuse, dans laquelle notre continent se trouve depuis des millénaires et des millénaires. Et donc ça demande que nous fassions un travail de redécouverte de notre histoire et que nous allions chercher les éléments de notre renaissance dans le panier historique qu'est l'Égypte antique. Et là, c'est ça qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire que lorsqu'un peuple redécouvre son histoire, son passé historique glorieux, et va chercher les éléments de son redressement dans ce panier historique, là, on parle de Renaissance. Et donc, c'est ce travail-là que nous nous évertuons à faire depuis plusieurs années. Et je pense que nous allons continuer à le faire grâce à vous, grâce à votre soutien, et qu'il en soit ainsi. Et que les Africains réalisent que nous avons à rebâtir le continent africain et que nous n'allons pas le faire si nous continuons à nous jalouser les uns les autres, à nous haïr, à détester les gens les plus lucides et les plus intelligents parmi nous, à les cacher, à ne pas leur reconnaître leurs efforts, à ne pas les encourager, à ne pas les accompagner et isoler les associations, les structures comme le MORTRA qui essayent depuis 20 ans maintenant de sonner le tocsin aux Africains, de sorte à les réveiller, secouer leur torpeur pour que les Africains puissent prendre leurs responsabilités et les assumer de manière efficace. Et donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas aller vers la solution si nous restons chacun dans son enclos colonial, fier de son identité coloniale, jalousant les autres, haïssant les autres, en les considérant comme des autres, leur interdisant d'intervenir dans les problèmes de leur soi-disant pays, cultivant les identités coloniales à l'extrême, en nous définissant comme des Togolais, des Maliens, des Burkinabés, des Sud-Africains, des Tanzaniens, des Zambiens, des Soudanais, ainsi de suite, n'ayant rien en commun. Il faut que les Africains retrouvent la lucidité. Et là, c'est un travail historique que nous devons faire pour dire que l'origine des États africains, c'est-à-dire des enclos coloniaux qu'on appelle abusivement États africains, ça vient de la conférence de Berlin et confirmé par des accords intercolonisateurs en Afrique. Et donc, nous devons nous débarrasser de ces considérations coloniales dont nous sommes si fiers pour rebâtir une nouvelle identité africaine, donc un nouvel État africain qui se définit radicalement comme africain. Et à partir de ce moment-là, notre dénomination commune, c'est d'être africain, c'est d'être kémite, c'est d'être des descendants des Égyptiens, ayant des ancêtres communs, mais divisés, morcelés, compartimentés, et puis parqués dans de petits enclos coloniaux, dirigés par de petits dictateurs, des satrapes, qui n'ont aucune considération aussi bien pour eux-mêmes, pour en avoir pour notre peuple. Voilà pourquoi ces gens resteront des petits dans l'histoire, ils n'iront nulle part. Ces gens, ils vont mourir et on va les enterrer comme des chiens, loin de notre peuple. Et puis, absolument, nous ne devons pas attendre que ces gens-là meurent au pouvoir. Nous devons nous lever. Pour nous lever, nous avons besoin de nous structurer autrement.
nous devons être clairs dans la stratégie qui est la nôtre, c'est-à-dire la stratégie de la libération et de la reconstruction du continent africain. Et ça demande un travail très important de notre part. Et ce travail-là, il est exigeant, il est méthodique, parce que ce travail-là, il appelle une discipline et il demande de la concentration, de la connaissance, de la formation. Ça veut dire qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller faire du n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut véritablement travailler la phase préparatoire qui est la condition de la victoire. Parce que tous les matchs qu'on gagne, ce sont les matchs qu'on prépare véritablement. Et c'est cette phase préparatoire-là qui conditionne notre victoire face à ce système-là. Voyez? Donc, il y a un vrai travail à faire en ce sens-là, en nous débarrassant d'abord de toute l'identité coloniale que nous avons acquise depuis ces siècles-là, qui ont sédimenté, qui constituent une sorte de sédimentation intellectuelle, philosophique, intellectuelle, culturelle et tout ça. Et donc, tout ceci est renforcé par deux systèmes, à savoir, enfin, deux outils, la religion et l'école. Et donc, il va falloir qu'on s'affranchisse de tout ça. Ça veut dire que les formations alternatives, donc les écoles alternatives qui existent, les conférences, les audios, les textes qu'on écrit, les vidéos qu'on fait, tout ça doit être connu de l'ensemble de notre population et de notre peuple. Voilà pourquoi je vous remercie encore une fois de ne pas faire économie de votre connexion, de ne pas faire économie du partage, de ne pas faire économie de la propagande. Il faut continuer parce que nous sommes également dans une guerre médiatique où les pensées les plus lucides doivent être propagées autant que faire se peut. Et ça, c'est le devoir à nous tous. Chacun est appelé à faire ce travail-là. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres points de ce que le Moltra enseigne depuis plusieurs années. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aller sur notre page Facebook Moltra. Notre chaîne YouTube, c'est Moltra TV. N'oubliez pas, faites connaître cette chaîne. Et bientôt, nous allons lancer d'autres initiatives qui vont nous amener à aller un peu plus loin dans l'organisation que nous sommes en train de monter depuis plusieurs années maintenant, de sorte à ce que des actions puissent être multipliées ici ou là. Et puis voilà, chacun va assumer les responsabilités maintenant. Gardons la pêche, que nos ancêtres veillent sur nous. Après, nous ferons des vidéos pour parler de tout ce qui nous attend. Donc, le défi de la reconstruction de l'Afrique. Nous allons prendre tous les domaines, ce que le Moltra envisage, pour l'Afrique de demain. Et comment on va pouvoir le faire? Quels sont les moyens financiers, les moyens humains, le temps qu'il va falloir mettre pour reconstruire l'Afrique, tout ça. C'est des sujets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Encore une fois, il y a des multitudes de vidéos sur notre chaîne YouTube. On a des publications sur notre page Facebook. Allez-y, servez-vous. Et que nos ancêtres veillent sur vous. Et que nos ancêtres veillent sur vos amis, vos proches, vos familles. Et que nos ancêtres continuent de nous inspirer. Et qu'ils nous ouvrent les possibilités de l'action libératrice. À très bientôt.